La plupart des gens parlent trop et écoutent peu. C'est inconfortable de l'admettre, mais souvent nous remplissons l'air de mots juste pour nous sentir présents, comme si la valeur de ce que nous disons se mesurait en quantité et non en impact. La réalité est autre. Celui qui tire des mots sans contrôle perd son autorité. Le respect se négocie à chaque conversation et, que cela te plaise ou non, ton influence dépend moins de ce que tu dis et plus de comment et quand tu choisis de te taire. Il y a un coût psychologique à parler sans réfléchir, une dette interne qui se paie par une perte de crédibilité et d'opportunité. Les stoïciens l'ont compris avant tout le monde. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais de filtrer chaque mot comme si tu devais rendre des comptes à la fin de la journée. Parler moins n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Une pause bien placée génère plus de tension qu'un discours interminable. Chaque fois que tu choisis le silence stratégique, tu entraînes ton caractère. Chaque fois que tu transformes une affirmation en question, tu ouvres des portes au lieu de dresser des murs. Ici, tu ne trouveras pas de trucs bon marché ni de promesses vides. Il s'agit de forger une communication qui pèse, qui laisse une empreinte et qui élève ton image dans n'importe quel environnement. Choisis tes mots comme on choisit ses batailles. Peu, précis, nécessaire. Celui qui contrôle le silence contrôle la conversation. Parler moins est un acte de pouvoir. Allons approfondir cette compétence. 1. Parle seulement lorsque tu apportes une réelle valeur. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils ont peur de passer inaperçus, mais en réalité, ils finissent par devenir invisibles simplement en remplissant l'espace avec des mots sans poids. Parler pour parler, lâcher des phrases pour apaiser l'anxiété de se sentir inclus ou pour masquer des insécurités, c'est la recette parfaite pour devenir du bruit de fond dans l'esprit des autres. Si tes mots n'apportent pas de valeur réelle, tu es tout aussi superflu qu'un commentaire irrélevant dans une conversation d'ascenseur. Tu veux être pris au sérieux. Commence par cela. Chaque fois que tu ouvres la bouche, demande-toi si tu ajoutes vraiment quelque chose. Pas ce que tu aimerais ajouter, pas ce dont ton ego a besoin pour se sentir important, mais quelque chose qui a du poids, qui change la direction de la conversation, qui fait gagner du temps ou de l'énergie à l'autre, qui remet en question une fausse croyance ou qui construit une solution. S'il n'y a pas cette contribution, ferme la bouche et observe comment l'inconfort du silence commence à travailler en ta faveur. L'excuse de « c'est juste moi, j'aime discuter » est un déguisement pour la paresse mentale. Parler beaucoup parce que c'est comme ça que je suis est comme dire que tu préfères ne jamais entraîner tes muscles parce que la paresse fait partie de ton identité. De telles excuses te maintiennent seulement faible, irrélevant et oubliable. L'habitude de filtrer ce que tu dis n'est pas de la répression, c'est de l'autogouvernance. C'est la différence entre un amateur et quelqu'un qui prend sa réputation au sérieux. La prochaine fois que tu seras tenté de parler impulsivement, souviens-toi que chaque mot sans substance est un investissement perdu. Tu paies avec ta crédibilité et tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que plus personne ne t'écoute. Ne confonds pas présence avec protagonisme. Beaucoup de gens croient que pour être respecté ou mémorable, il faut occuper tous les espaces, mais ceux qui font vraiment la différence sont ceux qui choisissent quand intervenir et quand observer. Parler seulement lorsque tu as quelque chose de précieux à apporter est inconfortable, car cela te rend vulnérable à la possibilité du rejet, de l'erreur, de ne pas briller à chaque instant. Mais cet inconfort est un entraînement. C'est le prix à payer pour construire une voix qui a du poids. Chaque fois que tu choisis de te taire, lorsque tu n'as rien d'utile à dire, tu affines ton jugement, tu entraînes le muscle de la conscience de soi et tu laisses clairement entendre que tu n'es pas un de ceux qui tirent des mots au hasard. Ta voix ne prend de la valeur que lorsqu'elle n'est pas en promotion permanente. Ne donne pas ton opinion par habitude, ni ne remplis les vides parce que tu ne supportes pas le silence. Parle lorsque tu as quelque chose qui transforme le moment, pas seulement lorsque l'urgence d'être entendu t'envahit. C'est simple, celui qui filtre ce qu'il dit multiplie son influence. Celui qui parle pour parler disparaît. 2. Utiliser le silence comme outil de pouvoir.
Deux personnes assises face à face dans un café. L'une vient de lancer une opinion, elle attend une réaction, mais tout ce qu'elle reçoit est une pause inconfortable. L'autre, au lieu de répondre immédiatement, observe, laisse l'air peser un peu plus. Le silence s'étire et dans ce petit espace sans mots, quelque chose d'invisible se produit pour tous ceux qui regardent simplement de l'extérieur. La tension monte, l'attente se multiplie et soudain la conversation n'est plus contrôlée par celui qui parle le plus, mais par celui qui sait soutenir ce vide sans trembler. La plupart des gens ne supportent pas ce moment. Ils le remplissent avec n'importe quelle phrase, une blague, une clarification, même une excuse inutile. Pourquoi? Parce qu'au fond, le silence nous terrifie. Il nous menace avec l'idée que si nous ne remplissons pas l'espace, nous perdons le contrôle, nous restons à découvert. Mais la vérité est l'inverse. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la conversation et parfois même la dynamique entière d'une relation. Le silence n'est pas absence, c'est une présence extrême. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des mots pour avoir du poids. Il faut plus de force intérieure pour supporter une pause inconfortable que pour exprimer une opinion. L'impulsion automatique de répondre tout de suite, de se justifier, d'expliquer, de contredire, vient d'insécurité profonde. Peur d'être mal compris, peur de perdre l'approbation, peur de porter les conséquences de ne pas réagir. Utiliser le silence comme outil de pouvoir est un entraînement psychologique brutal, car cela vous oblige à tolérer l'inconfort de ne pas avoir le contrôle apparent, de laisser l'autre révéler plus de lui-même pendant que vous maintenez simplement le regard et le calme. Chaque fois que vous choisissez d'attendre 2 secondes de plus avant de répondre, vous envoyez le message que l'anxiété ne vous contrôle pas, que vous avez du discernement, que vos mots ne sont pas à vendre en échange d'une acceptation bon marché. Le silence vous met à l'épreuve. Il vous confronte à l'addiction à la gratification instantanée que procure le fait de parler. Il vous oblige à écouter vraiment, à lire le langage non verbal, à détecter les nerfs, les doutes, les contradictions chez l'autre. Et surtout, il vous donne l'occasion de réfléchir avant de balancer des mots qui, par la suite, vous pèsent comme une dette. Les stoïciens le savaient. Parlez peu, mais pensez beaucoup. Le silence est l'outil le plus sous-estimé de l'influence. Celui qui le supporte le gouverne. N'ayez pas peur de la pause. Transformez-la en votre terrain sûr. La prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de parler juste pour alléger la tension, rappelez-vous ceci. Parfois, la plus grande force ne se manifeste pas dans la voix, mais dans la capacité d'attendre. Celui qui maîtrise le silence n'est jamais désespéré. Celui qui ne supporte pas le vide se trahit. 3. Filtre tes mots avant de les exprimer. Il y a quelque chose d'inconfortable que nous admettons rarement. La plupart du temps, nos mots sortent de manière incontrôlée, comme s'il y avait un mécanisme automatique qui se déclenche verbalement avant que la conscience ne se réveille. Je me suis surpris à réagir, à donner mon avis ou à défendre des idées que, si j'y pensais 2 minutes de plus, je ne dirais jamais à voix haute. C'est une sorte de réflexe conditionné par la précipitation intérieure de ne pas vouloir me sentir hors de place, de ne pas porter l'inconfort de paraître indifférent ou distant. Mais ce pilote automatique a un coût invisible. Le respect s'érode, la perception de ton jugement se fracture et tes mots commencent à perdre le poids qu'ils devraient avoir. C'est ici qu'intervient une décision inconfortable mais nécessaire. Filtrer chaque mot avant de le lâcher, même si cela implique de paraître moins spontané ou même plus froid. Tu ne filtres pas pour te censurer, tu filtres pour te gouverner. Le processus est plus mécanique qu'il n'y paraît. Chaque phrase que tu penses dire passe d'abord par le tamis de la vérité. Est-ce que ce que je vais dire est réel ou est-ce que je l'exagère pour impressionner, me justifier ou remplir le vide? Si la réponse n'est pas un oui catégorique, le mieux est de se taire. Ensuite vient le filtre du besoin. Est-ce que cela ajoute vraiment quelque chose à la situation ou cela va-t-il juste nourrir mon besoin de me sentir inclus ou validé? La plupart des commentaires, si tu es brutalement honnête, ne cherchent que la reconnaissance, pas des solutions.
Enfin, le filtre de l'intention. Ce que je vais dire est-il constructif ou cherche-t-il simplement à avoir raison, à marquer son territoire ou à décharger ma frustration? S'il n'y a pas d'intention claire d'apporter quelque chose, tu n'obtiens qu'une augmentation de la distance émotionnelle ou intellectuelle avec les autres. La pratique constante de filtrer les mots est l'un des entraînements les plus difficiles, car elle te confronte à tes propres mécanismes de défense. L'urgence de te justifier, l'addiction à l'approbation, la peur de rester invisible. Mais le résultat est brutal. Quand tu ne parles qu'après avoir réfléchi, les gens commencent à t'écouter avec plus d'attention. Ton opinion acquiert un poids spécifique, et ce qui était auparavant du bruit se transforme en une présence réelle. Chaque mot a un coût, et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils le paient avec leur propre crédibilité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le filtre est ton assurance psychologique. Il réduit le risque de regrets, de conflits inutiles et d'érosion des relations importantes. Parlez moins, pensez plus, filtrez toujours. L'autocontrôle commence sur la langue. Ce que tu dis te définit bien plus que tu ne l'imagines. Une seule phrase inutile peut te coûter des jours de confiance. Les mots sans filtre sont une dette émotionnelle que tôt ou tard tu devras rembourser. 4. Formule des questions au lieu d'imposer des idées. Un marteau qui ne sait que frapper ne construit jamais une porte qui s'ouvre. Chaque fois que tu imposes ton idée comme un coup sec sur la table, tu fermes une entrée invisible dans l'esprit de l'autre. Observe la scène, une salle de réunion, lumière blanche, papiers étalés, quelqu'un croise les bras, la mâchoire tendue, le regard baissé, esquivant le contact direct. L'atmosphère se charge de l'électricité muette de la résistance. Peu importe à quel point ton opinion est logique, ni combien de raisons tu as. Si tu la lances comme un poids mort entre vous, tu ne fais que pousser l'autre à se retrancher derrière son orgueil. Personne ne se laisse transformer par des ordres déguisés en arguments. Ce qui bouge vraiment, c'est la porte entrebâillée d'une question bien posée, celle qui n'impose pas, mais qui invite. La différence est subtile et brutale. Tandis qu'une affirmation bloque des chemins, une question ouvre des routes internes que même l'autre personne ne voyait pas. C'est l'art de semer l'inconfort fertile. Tu observes comment l'autre s'arrête, sa respiration change, ses doigts tambourinent sur la table, sa pupille se déplace cherchant une réponse propre, pas une réplique mémorisée. C'est là que se produit la véritable transformation d'une conversation, non pas quand tu gagnes, mais quand l'autre est contraint de repenser ses certitudes. Le geste change, le ton baisse, la posture se détend ou se tend, mais l'air n'est jamais le même après une question qui dérange sans attaquer. Il n'y a pas de défense possible contre une question honnête. L'esprit doit s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu pour tenter de répondre. Pose des questions, non pas pour exhiber ce que tu sais, mais pour montrer que l'autre compte. C'est un défi silencieux. L'as-tu vraiment réfléchi? Peux-tu soutenir cet argument au-delà de l'habitude? Ne dis pas « les choses sont ainsi ». Demande « quelle preuve as-tu de cela ?» ou « comment es-tu arrivé à cette conclusion ?» Observe comment l'ambiance change, la sensation de siège disparaît, une tension productive apparaît, un investissement émotionnel dans la réponse. Parlez moins, posez plus de questions. C'est comme cesser de pousser une porte fermée avec l'épaule et commencer à chercher la clé avec patience. Il n'y a pas de raccourci. L'influence réelle se construit à base de questions inconfortables et de temps pour que l'autre pense. Les gens se souviennent de qui les a invités à découvrir, pas de qui leur a imposé des croyances. Si tu veux que tes mots aient un écho, fais de la question ton outil principal. La question ouvre des chemins que l'imposition bloque. Apprendre à poser des questions n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence stratégique. Cela te place dans la position de celui qui guide sans forcer, de celui qui provoque la réflexion sans détruire le lien. Ainsi, ta présence pèse plus que n'importe quel argument. Celui qui pose des questions dirige la conversation sans élever la voix. 5. Maîtrise ton langage corporel dans chaque dialogue. Ton corps parle toujours plus fort que ta bouche, même si tu fais semblant de ne pas t'en rendre compte.
Élimine l'excuse de « c'est comme ça que je suis », car ton langage corporel n'est pas un accident, c'est un reflet entraîné de ce que tu penses de toi-même et de ce que tu crois mériter dans chaque interaction. Si tu marches voûté, si ton regard se détourne, si tes mains tremblent ou jouent avec n'importe quel objet, ne le justifie pas en disant que c'est ta façon d'être, c'est un abandon déguisé en authenticité. Ce que tu projettes physiquement est la somme de toutes tes insécurités tolérées et de toutes les peurs que tu n'as jamais osé affronter. Les gens te jugent en quelques secondes et tu continues à penser que l'important est le contenu de ton discours. Erreur brutale. Le respect est d'abord accordé à la posture, pas à la parole. Tu peux lire 1000 livres, mais si ton dos crie l'insécurité et que tes yeux se cachent, personne ne te donnera le bénéfice du doute. La présence n'est pas génétique, c'est une décision quotidienne. C'est une discipline physique et mentale qui se travaille chaque fois que tu choisis de ne pas t'affaler sur une chaise, chaque fois que tu soutiens le regard au lieu d'éviter le contact, chaque fois que ta voix sort claire et ferme, même si à l'intérieur tu ressens la pression de céder. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Arrête de bouger comme si tu demandais la permission. Personne ne respecte celui qui supplie de l'espace avec son corps. Le langage corporel est le premier filtre. Si tu échoues là, tout le reste se dévalue avant même de commencer. Il ne s'agit pas de feindre des postures de pouvoir vides. Il s'agit d'aligner ta présence externe avec ton intention interne. Redresse le dos, relâche les épaules, détends la mâchoire. Arrête le pied qui tremble d'anxiété. Si le contrôle de soi commence sur la langue, il se consolide dans le corps. Ta posture n'affecte pas seulement la façon dont les autres te voient, elle conditionne aussi ce que tu te permets de penser de toi. Un corps recroquevillé est un esprit recroquevillé. Un regard ferme est une déclaration silencieuse que tu n'es pas une proie facile. Personne ne te confère d'autorité, tu la transmets ou tu la perds dans les 5 premières secondes. Chaque fois que tu entres dans une conversation, rappelle-toi que les autres ont déjà rendu leur verdict avant que tu ouvres la bouche. Tu décides si cela joue en ta faveur ou contre toi. Contrôler ton langage corporel n'est pas de la manipulation, c'est du respect pour ta présence. Ne te cache pas derrière des gestes faibles, ne cède pas de territoire avec des mouvements incertains. L'influence est physique avant d'être mentale. Fais en sorte que ton corps parle clairement ou prépare-toi à ce que tes mots soient ignorés. L'attitude se construit depuis la posture, pas depuis la fantaisie que l'important est le contenu. Celui qui maîtrise son langage corporel domine la conversation avant de prononcer un seul mot. Ton corps est ta première déclaration. Fais en sorte qu'il pèse. 6. Reste calme face à toute réaction extérieure. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais la réaction des autres t'affecte beaucoup plus que tu ne voudrais l'accepter. Tu te dis que tu es fort, que tu as du jugement, que tu ne dépends pas de l'approbation des autres. Mais il suffit d'un rictus de désapprobation, d'un froncement de sourcils, d'un silence glacial ou d'une réponse cinglante pour que l'insécurité commence à travailler de l'intérieur. C'est automatique. Ton esprit interprète chaque geste comme un jugement. L'anxiété accélère le pouls, l'orgueil se met sur la défensive, et soudain, tu commences à réagir, à justifier, ou même à adoucir ton ton pour éviter le conflit. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'à cet instant, tu as perdu le contrôle de la conversation et que tu l'as remis sur un plateau. La véritable influence ne se mesure pas à ce que tu réussis quand tout coule de source, mais à ta capacité à maintenir un calme absolu lorsque l'atmosphère se tend et que la réaction de l'autre essaie de te déstabiliser. Le premier instinct est presque toujours émotionnel. Tu ressens le coup d'une critique, un rire sarcastique, un regard d'incrédulité et ton cerveau déclenche les alarmes. Le corps le ressent comme si l'on te dépouillait de ta valeur, comme si ton argument dépendait de la réaction des autres pour être valide. Mais le principe stoïque est brutal. La seule chose que tu peux contrôler est ta réponse, pas la réaction de l'autre. Chaque fois que tu permets à un geste extérieur de déterminer ton état intérieur, tu te fragmentes un peu plus. Ta sécurité devient une puce de poker que l'autre peut jouer quand il le souhaite.
C'est pourquoi la discipline la plus difficile n'est pas de parler peu ni de contrôler le langage corporel, mais de maintenir le même calme, la même clarté et le même ton même si ton interlocuteur se sent mal à l'aise, s'énerve ou te remet en question ouvertement. Le véritable autocontrôle n'est pas de rester immobile, c'est de ne pas permettre à la réaction des autres de dicter ton prochain mouvement. Des mécanismes internes commencent à te saboter. Le besoin de plaire, la peur de perdre une relation, l'urgence de défendre ton point de vue pour ne pas te sentir faible. C'est un dialogue interne qui s'active sans que tu t'en rendes compte. C'est là que tu dois intervenir avec une honnêteté brutale. Réagis-tu pour défendre ton ego ou pour apporter quelque chose de réel? Si ton calme dépend du climat émotionnel de l'autre, tu es prisonnier de toute fluctuation extérieure. La liberté psychologique commence là où s'arrête la dépendance aux applaudissements ou à l'approbation. L'entraînement est inconfortable. Supporter l'inconfort d'une réaction négative sans céder à la nécessité de te justifier ou d'adoucir ta position juste pour soulager ton propre malaise. Supporter le poids du désaccord sans chercher refuge dans la complaisance, soutenir le regard, maintenir le corps ferme, laisser le silence travailler au lieu de l'étouffer avec des explications vides. C'est ici que se construit le véritable respect, celui qui ne s'agenouille pas devant la pression sociale ni ne négocie son jugement en échange d'un calme superficiel. Reste calme face à toute réaction extérieure. Celui qui ne s'énerve pas dirige l'interaction. Ta sérénité est ton territoire. Celui qui ne le défend pas le perd toujours. 7. Pratiquez quotidiennement la communication intentionnelle. Un collègue vous demande comment vous avancez avec ce rapport qui est en attente depuis des jours. Il ne le fait pas avec de mauvaises intentions, mais vous ressentez la pression dans la façon dont il attend votre réponse, les yeux attentifs, la pause brève. Vous lâchez un « ça avance, je le termine presque », même si vous savez que vous n'avez pas fait de progrès. Vous auriez pu dire la vérité, vous auriez pu demander de l'aide ou établir une limite claire, mais vous choisissez la sortie rapide parce que l'habitude pousse plus fort que l'intention. C'est ainsi que le pilote automatique s'installe. Lorsque vous ne pratiquez pas la communication intentionnelle, chaque petite interaction devient une somme de réponses réflexes, de phrases apprises, d'excuses à moitié pensées et de silences que vous ne choisissez pas, mais que vous tolérez. Ce qui semble être une simple conversation de couloir est en réalité le terrain d'essai où vous entraînez ou sabotez votre crédibilité et votre pouvoir de décision. Parler sans intention revient à laisser d'autres écrire votre scénario à votre place. Analysons le mécanisme. Votre esprit détecte une menace mineure, la peur de décevoir, le désir de ne pas avoir l'air mal, l'urgence de ne pas montrer de faiblesse. En quelques dixièmes de seconde, vous cherchez la réponse la plus confortable, celle qui expose le moins vos flancs. Mais ce confort a un coût. Chaque fois que vous choisissez des mots par réflexe, vous renforcez la croyance que votre opinion n'a pas tant d'importance, que votre vérité ne mérite pas le petit risque d'être dite. La communication intentionnelle exige que vous mettiez un frein à cet automatisme. Il ne s'agit pas de construire des discours théâtraux ni de devenir froid, mais de décider à chaque instant à quoi vous utilisez votre voix. Voulez-vous informer, défendre, soutenir, négocier ou simplement survivre à l'inconfort? La plupart ne se le demandent pas et ainsi, jour après jour, leur présence se dilue jusqu'à ce que le poids de leurs mots disparaisse. Parler pour parler est une fuite lente d'influence. Les conséquences sont cumulatives, vos relations personnelles se remplissent de malentendus, vos limites deviennent invisibles, votre réputation dépend de l'interprétation des autres et non de votre clarté interne. Pratiquer la communication intentionnelle est un entraînement quotidien, pas une recette magique. Cela exige que vous fassiez une pause d'1 demi-seconde avant de répondre, que vous filtriez l'urgence de plaire et la peur de ne pas vous intégrer. Cela signifie choisir, même si cela coûte, la réponse qui vous représente vraiment.
même si parfois cela signifie dire « je n'ai pas encore le rapport » ou « j'ai besoin de plus de temps » ou même « garder le silence » si vous n'avez rien d'utile à apporter. Chaque mot intentionnel est un investissement dans votre respect de soi et dans la qualité de vos liens. Celui qui parle avec conscience cesse d'être une victime de ses réflexes et commence à concevoir l'impact qu'il veut avoir sur le monde. Ne laissez pas l'habitude décider à votre place. Choisissez les mots qui vous construisent, pas ceux qui vous cachent. Pratiquez l'intention dans chaque conversation, car la somme de vos réponses quotidiennes est la biographie de votre caractère. 8. Sois précis et bref dans votre communication. Parfois, je me surprends à parler comme si j'essayais de combler un vide que personne d'autre ne voit. Je bouge les mains, je cherche des mots et je m'écoute de l'extérieur, ressentant comment chaque phrase s'allonge sans nécessité, comme si la peur de ne pas être compris me poussait à tourner en rond sur le même point. Le corps le sait avant l'esprit. La mâchoire se tend, les doigts se crispent, la respiration devient plus superficielle, quand je sens que la clarté m'échappe entre des explications superflues. C'est inconfortable de l'admettre, mais cette insécurité sous-jacente me pousse à surexpliquer, à remplir les espaces avec des détails qui ne font que distraire, à perdre le fil de ce que je veux vraiment dire. Le résultat est brutal. Plus je m'étends, moins mes mots ont d'impact. Et dans le regard de l'autre, je vois comment l'attention se dissipe, comment le message devient faible, presque irrélevant. La brièveté n'est pas froideur, c'est précision. Être précis, c'est avoir la discipline de couper tout ce qui est inutile, de choisir le mot exact même si cela demande plus d'efforts, de laisser de côté la paille mentale qui ne sert qu'à apaiser mon anxiété, mais pas à communiquer. La scène est simple mais révélatrice. 2 personnes assises l'une en face de l'autre, tasse de café à la main, le murmure du lieu en arrière-plan. L'un parle pendant des minutes, s'embrouillant dans des justifications, des exemples, des répétitions. L'autre hoche la tête par politesse, mais ses yeux cherchent des voies d'évasion. Sa posture se referme, le pied commence à bouger sous la table. La précision se remarque dans la réaction physique de l'autre. Quand tu es direct et clair, le corps se détend, l'attention se concentre, la réponse arrive sans effort. Quand tu te perds dans des détours, l'intérêt meurt avant que tu termines ta phrase. Ce n'est pas une question de paraître intelligent ou d'impressionner, c'est un acte de respect. Le temps et l'énergie de l'autre sont limités. Chaque mot inutile est un fardeau que tu lui passes, une dette qu'il n'a pas demandée. La communication efficace est comme aiguiser un couteau. Il ne s'agit pas de couper pour couper, mais de faire en sorte que chaque mouvement ait une intention et une direction. La précision, c'est dire seulement ce qui ajoute, ce qui clarifie, ce qui résout. La brièveté, c'est laisser le silence compléter ce que les mots n'ont pas besoin d'expliquer. Parler avec précision ne signifie pas être sec. Cela signifie que chaque phrase a un but concret. Le muscle de la brièveté se travaille à l'effort, en choisissant consciemment ce qui reste à l'extérieur. Parle seulement de ce qui est nécessaire, dis seulement l'essentiel. C'est la ligne qui sépare celui qui pèse vraiment de celui qui ne fait que prendre de la place. Si tu veux laisser une empreinte, apprends à tailler tes phrases jusqu'à ce qu'il ne reste rien de superflu. Personne ne se souvient des explications interminables, seulement des sentences qui vont droit au but. Sois bref, sois précis. Celui qui économise des mots multiplie son impact. 9. Respecte ton authenticité en interagissant. Tu es comme une statue sculptée par des coups étrangers chaque fois que tu renonces à ton authenticité dans une conversation. Il n'y a rien de plus coûteux que de te trahir pour t'intégrer, dissimuler ou t'adapter à ce que les autres attendent de toi, juste pour recevoir la mendicité de l'approbation. C'est brutal. Tu passes ta vie à affiner ta voix intérieure, mais la peur du rejet te pousse à porter des masques, à moduler tes opinions, à réprimer ce que tu penses vraiment parce que tu crois que être toi-même est trop risqué, trop disruptif. Et ainsi, tu deviens un produit des attentes des autres, pas l'auteur de ta propre présence. Ne viens pas avec l'excuse que tu le fais juste pour éviter des conflits ou pour ne pas déranger. C'est la plus pauvre des excuses de l'auto-illusion.
L'authenticité n'est pas un ornement que tu choisis de porter quand l'environnement est confortable, c'est la colonne vertébrale de ta véritable influence. Si tu te trahis dans les petites choses, tu t'effondres dans les grandes. Chaque fois que tu te tais sur ce qui compte, que tu adoucis ta position par peur, que tu fais semblant d'être d'accord pour éviter la tension, tu hypothèques ton respect de soi au prix le plus bas. Ce n'est pas du courage d'être caméléon, c'est de la lâcheté déguisée en intelligence sociale. Les personnes qui ont le plus de poids dans n'importe quelle salle ne sont pas celles qui s'adaptent comme de la pâte à modeler, mais celles qui marquent leur territoire depuis leur vérité, même si cela signifie déranger ou rester seul. Quand tu parles depuis ton centre, sans demander la permission ni t'excuser d'exister, l'ambiance change. Certains te rejetteront, bien sûr, mais ceux qui resteront le feront pour ce que tu es, pas pour la version diluée que tu as inventée pour plaire. Ne confonds pas flexibilité et abandon de soi. Céder des points par stratégie est une chose. Trahir tes valeurs pour ne pas supporter l'inconfort du désaccord, une toute autre. Si ton authenticité ne sort que lorsqu'il y a des garanties d'applaudissements, alors c'est du pur théâtre. Le respect réel se construit avec l'inconfort d'être authentique même si cela fait mal, même si tu perds, même si tu vois sur le visage de l'autre le reflet de sa propre peur face à quelqu'un qui ne négocie pas sa voix. Ne t'habitue pas à diluer ton essence dans chaque interaction. Chaque mot que tu camoufles, chaque geste que tu fausses, chaque opinion que tu enterres pour bien paraître, est une brique de plus dans le mur de ta propre insignifiance. Respecte-toi suffisamment pour que ton authenticité ne dépende pas du climat externe. Souviens-toi de ceci. Celui qui négocie son authenticité perd son pouvoir. Parle depuis ta vérité, même si ta voix tremble. Ajuste ta posture au respect de soi, pas à l'approbation des autres. L'authenticité n'est pas un luxe, c'est un besoin vital, si tu veux que tes mots aient du poids et que ta présence laisse une empreinte. Il n'y a pas de raccourci. La seule façon de construire une véritable influence est de défendre ton centre, même sous la pression de 1000 attentes. Sois toi-même, sans compromis. L'authenticité est ton seul territoire inviolable. 10. Mesurez votre impact, pas seulement vos mots. Vous ne vous définissez pas par la quantité de mots, mais par le poids de votre effet. Le piège le plus courant est de mesurer la communication par l'étendue et non par les conséquences. L'ego vous trompe. Il vous fait croire que si vous avez beaucoup parlé, si vous avez rempli l'air de phrases soi-disant intelligentes, alors vous avez accompli quelque chose. Mais ce qui compte, en réalité, c'est ce qui reste chez l'autre après que vous ayez fermé la bouche. Que se passe-t-il réellement lorsque vous terminez de parler? L'esprit recherche une gratification immédiate. Il a besoin de sentir qu'il a dominé la situation, qu'il a convaincu, qu'il a été compris, mais c'est juste un mirage si vous ne vous arrêtez pas pour observer l'impact réel. La plupart des gens parlent et ensuite se déconnectent. Ils ne vérifient pas l'écho que laissent leurs mots, ne se demandent pas s'ils ont généré de la clarté ou seulement accru la confusion, s'ils ont mobilisé une décision concrète ou seulement semé le doute déguisé en argument. Le mécanisme le plus toxique est l'auto-tromperie. Confondre décharge émotionnelle avec influence, parler pour se vider soi-même et non pour transformer quoi que ce soit à l'extérieur. À l'intérieur, vous justifiez que vous l'avez au moins dit, mais ce que vous avez fait, c'est simplement déplacer de l'air. L'impact ne se mesure pas en quantité, il se mesure en transformation. Le muscle que presque personne n'entraîne est celui d'évaluer l'empreinte que vous laissez, au-delà de la satisfaction narcissique d'avoir eu la parole. Il est inconfortable de regarder la réalité en face et de reconnaître que parfois, votre parole n'a rien fait bouger, que votre présence est passée inaperçue, que votre message est tombé sur un terrain stérile parce que vous n'avez pas pensé à l'effet, seulement à l'expression. La véritable autorité ne réside pas dans le fait d'être entendu, mais dans le fait que votre message change quelque chose chez celui qui écoute. Une idée, une émotion, une attitude, même si c'est minime. Affinez votre auto-perception. Ne vous obsédez pas avec la perfection verbale, mais avec la conséquence. Avant de parler,
Demandez-vous quel résultat vous voulez provoquer. Et, après avoir parlé, observez sans auto-justification. L'énergie a-t-elle augmenté ou diminué? L'autre s'est-il ouvert ou s'est-il fermé? Y a-t-il eu une action, une nouvelle question, un silence fertile? Mesurez votre impact comme quelqu'un qui vérifie son solde bancaire, avec une brutalité honnête, sans embellissement. Le respect de soi grandit lorsque vous êtes capable d'accepter sans drame que parfois vous avez échoué et d'apprendre de ce vide. L'erreur n'est pas de ne pas avoir toujours l'effet désiré. L'erreur fatale est de ne jamais le mesurer et de continuer à répéter des formules qui ne fonctionnent pas. La communication consciente est un exercice d'autosurveillance. Ne vous contentez pas de bien sonner. Exigez que votre message fasse quelque chose de réel dans le monde. Ce qui n'impacte pas s'oublie. La voix qui ne cherche que le déchargement est invisible. L'influence est un solde qui se construit avec chaque phrase qui laisse une marque. Si vous voulez peser, mesurez votre trace, pas votre volume. Votre héritage est la conséquence, pas les applaudissements immédiats. Il y a des vérités qui font plus mal que n'importe quelle provocation. C'est toi qui décides si la colère te gouverne ou si tu apprends à la maîtriser. Peu importe à quel point tu crois que ta colère est justifiée, l'effet est toujours le même. Elle t'épuise, elle te prive de clarté et elle te transforme en otage des impulsions des autres. Personne ne va s'arrêter net pour prendre soin de ta paix mentale, donc c'est à toi de la protéger. Cela peut sembler brutal, mais chaque fois que tu exploses, tu remets le contrôle de ta vie aux autres. Et le pire, c'est que tu le fais par habitude, comme quelqu'un qui paie une dette qu'il n'a même pas contractée consciemment. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais vivre à la merci de la colère est un signe de faiblesse émotionnelle, pas de caractère fort. Supporter provoque des fissures internes qui se reflètent ensuite dans tes relations, ta santé et ta vision du monde. La philosophie stoïque ne promet pas de miracle, ni ne te demande de te résigner. Elle exige discipline et courage pour remettre en question tes excuses, pour filtrer ce qui mérite vraiment ton énergie et pour prioriser la sérénité sur l'ego. Si tu cherches des raisons de continuer à réagir de la même manière, tu en trouveras. Mais si tu veux des résultats différents, tu as besoin d'une approche qui ne plie pas devant la provocation la plus facile. Personne d'autre ne va entraîner ton autodiscipline à ta place. Le calme n'est pas résignation, c'est du pouvoir à l'état pur. Ici, tu vas découvrir 10 leçons pour cesser d'être esclave de ta colère et faire du calme ton plus grand atout. 1. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Arrête de te mentir. Ton premier élan n'est pas ta véritable décision. Tu n'es pas esclave de ce que tu ressens au moment où l'on te provoque, mais tu continues d'agir comme si chaque réaction était inévitable, comme si la colère te possédait et que tu ne pouvais qu'observer comment tu te traînes dans le même labyrinthe que toujours. Le confort de blâmer les autres, de justifier tes explosions par un caractère fort ou une situation insupportable ne fait qu'alimenter ta faiblesse. Affronte-le. Personne ne t'oblige à perdre le contrôle. C'est toi qui choisis de céder à ce qui est le plus basique de ton esprit. On t'a appris à confondre réaction et réponse, et tu as acheté ce mensonge parce que c'est plus facile que d'assumer la responsabilité. Mais le prix est élevé. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu renforces une habitude qui devient une fracture dans ton caractère. Chaque réaction automatique t'éloigne de la véritable liberté. Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de choisir avec quoi tu t'identifies, avec l'émotion passagère qui te frappe ou avec la volonté de rester maître de toi-même. Te laisser emporter par la colère, c'est te rendre sans te battre, c'est abdiquer ton pouvoir personnel avant même d'essayer. Et oui, ça fait mal de voir à quel point c'est difficile pour toi. Ça fait mal de reconnaître que beaucoup préféreraient empoisonner l'atmosphère, décharger leur toxicité, puis se trouver des excuses, plutôt que de s'arrêter, respirer et agir en pleine conscience. Mais voici la vérité. Personne ne respecte quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même. Et perdre le contrôle, c'est, en essence, perdre le respect de soi.
Tu dois entraîner ton esprit exactement comme tu entraînerais un muscle atrophié. Chaque fois que tu choisis la pause, même si c'est inconfortable, chaque fois que tu refuses de mordre à l'hameçon de la provocation, tu investis dans ta paix mentale et surtout dans ta dignité. L'autocontrôle n'est pas de la répression. C'est le seul acte authentique de liberté que tu as face à l'inévitable. Le reste n'est qu'une réaction en chaîne, une répétition de schémas étrangers que tu n'as pas choisis, mais que tu continues de perpétuer par paresse mentale. La prochaine fois que tu ressens l'élan de répondre avec colère, demande-toi: est-ce que je veux porter le poids d'une autre réaction automatique ou est-ce que je préfère l'effort de choisir ma réponse, même si cela m'est difficile? Parce que ne te méprends pas, ce qui est facile, c'est d'exploser, ce qui est difficile, c'est de décider. Mais seule la difficulté te transforme. Le calme ne s'improvise pas, il s'entraîne. Et si tu n'es pas capable de choisir ta réponse, tu ne seras jamais maître de rien d'important dans ta vie. Ta réaction révèle ton niveau. L'autocontrôle est la seule victoire que personne ne peut te ravir. 2. Ta calme est ta véritable force. Tu franchis la porte de ta maison après une longue journée. Tu trouves la vaisselle sale, la télévision à plein volume. Quelqu'un te demande quelque chose, sans même te regarder dans les yeux. Tu sens la tension dans ta mâchoire, le battement de ton cœur s'accélérer, comme si ton corps était programmé pour réagir au moindre stimulus. Tu reconnais le désir de te faire entendre, de marquer ton territoire, d'exiger le respect que tu estimes mériter. Mais si tu t'arrêtes une seconde, ce qui émerge n'est pas la puissance, mais une profonde sensation de vulnérabilité. L'impression que si tu ne réagis pas, tu seras invisible, que si tu n'imposes pas ta volonté, tu seras piétiné. La colère ne naît pas de la force, mais de la peur de perdre ce que tu considères comme tienne, ton espace, ton temps, ton importance. La véritable racine de l'impulsion n'est pas la dignité, mais l'insécurité. À cet instant, ton esprit crée une illusion, que exploser te redonnera le contrôle, que réagir te fera gagner de l'autorité. Mais si tu t'observes avec honnêteté, chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu finis par te sentir plus faible. L'éclat de colère te laisse avec une gueule de bois émotionnelle, une dette intérieure qui ne se paie ni avec des cris, ni avec des reproches. C'est là que l'autocontrôle prend un sens complètement différent. Ce n'est pas tenir le silence, c'est choisir avec maturité à quoi tu consacres ton énergie. Tu comprends que ta calme n'est ni passivité ni résignation. C'est une déclaration de pouvoir sur toi-même. La calme est la seule forme d'autorité que personne ne peut discuter, car elle ne dépend ni de la reconnaissance des autres, ni des circonstances extérieures. L'esprit, entraîné pendant des années à réagir, doit remettre en question ses filtres. Pourquoi crois-tu que l'on ne te respecte que si tu imposes ta voix? Quelle partie de toi suppose que céder à la calme est céder à ta valeur personnelle? Lorsque tu observes tes mécanismes sans te justifier, tu découvres que la colère est un masque qui tente de cacher ta peur de ne pas être à la hauteur. Mais plus tu t'identifies à ce masque, plus tu t'éloignes de ta véritable force. La calme est une résistance active. C'est décider de ne pas hypothéquer ta paix pour l'urgence de prouver quoi que ce soit à quiconque. La calme est maîtrise de soi, pas indifférence. C'est une phrase que tu dois te rappeler. Pratiquer cette calme, encore et encore, est inconfortable. Tu ne te sentiras pas grand au début, mais petit et exposé, car le silence te confronte à tes propres insécurités. Mais cet inconfort est le véritable entraînement. Là, dans la pose inconfortable, se construit le muscle invisible de la dignité. Il n'existe pas de force plus inébranlable que celle de celui qui maîtrise sa réaction. La calme ne te rend pas faible, elle te rend inexpugnable. Laisse les autres choisir l'épuisement, choisis la liberté. La calme personnelle ne se négocie jamais. 3. Pratique l'autocontrôle avant de répondre. Je dois l'admettre, la plupart du temps, lorsque quelque chose m'irrite, la première intention qui surgit n'est ni une réponse construite, ni une réflexion mûre.
C'est un instinct presque animal, une sorte de décharge automatique qui cherche uniquement à défendre mon orgueil blessé ou mon besoin de contrôle. Je me rends compte, lorsque je revois ces moments après coup, que ce que j'ai fait n'a pas été de décider, mais de céder. Et le plus inconfortable, c'est que je ne peux même pas le justifier avec honnêteté. Ce n'est pas que je ne pouvais pas m'en empêcher, c'est que je ne me suis jamais vraiment proposé de mettre le frein. Pratiquer l'autocontrôle avant de répondre n'est pas naturel, et c'est la vérité qu'il est difficile d'accepter. Nous avons été programmés pour rechercher un soulagement immédiat, pour couvrir l'inconfort avec des mots lancés sans filtre, comme si soulager la pression interne était plus important que la conséquence externe. Que reste-t-il après? Un poids, une dette émotionnelle qui s'accumule et te fait payer la facture bien après que la colère se soit dissipée. L'autocontrôle, bien que cela semble abstrait, est en réalité une stratégie profondément pratique. Cela commence par identifier la séquence réelle de la colère. D'abord, l'irritation surgit, puis le corps réagit. Et c'est là qu'un petit espace presque invisible s'ouvre dans lequel tu as encore le pouvoir de décision. C'est l'instant critique. La plupart l'ignorent parce que cela exige une attention consciente et va à l'encontre du confort mental. Mais cet intervalle est la seule porte vers la liberté. Si tu ne t'entraînes pas à ce muscle, celui de t'observer et de faire une pause, tu deviens esclave de tes habitudes héritées, cette collection de réactions que tu répètes parce que tu n'as jamais remis en question si elles te bénéficiaient. La différence entre quelqu'un qui répond avec contrôle et quelqu'un qui réagit sans filtre se trouve dans cette marge de seconde, dans cette décision cachée que peu osent prendre. La pratique consiste donc à retarder la décharge. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'avaler la colère, mais de retarder la réponse juste assez longtemps pour démonter le mécanisme automatique. Respirer, remarquer le tremblement intérieur, reconnaître l'impulsion sans lui céder le contrôle. C'est du leadership personnel, pas de la résignation. Lorsque tu parviens à imposer ce petit délai, même si au début tu brûles intérieurement, tu te rends compte que l'urgence de répondre perd de sa force. La plupart des conflits se gonflent dans ce premier instant. Si tu survis au pic initial sans exploser, il est beaucoup plus facile de choisir une réponse intelligente par la suite. L'autocontrôle est une force silencieuse. Tout le monde ne le remarque pas, mais on le ressent toujours. C'est à toi de décider si tu veux continuer à payer le prix de chaque réaction automatique ou commencer, même si cela coûte, à investir dans le calme qui te rend invulnérable. C'est la différence entre vivre à la merci de tes impulsions ou commencer à construire un caractère qui ne se déforme pas chaque fois que quelqu'un appuie sur le mauvais bouton. Pratique l'autocontrôle avant de répondre. C'est là que commence le véritable respect de soi. 4. Ne te laisse pas contaminer par la colère des autres. Comme si tu entrais dans une pièce pleine de fumée étrangère, l'air se colle à ta peau, t'irrite les yeux, et même si ce n'est pas toi qui as allumé le feu, tu finis par tousser quand même. C'est ainsi que fonctionne la colère des autres. Elle s'infiltre, cherche des fissures, s'accroche à tes gestes et à ta voix sans que tu ne t'en rendes compte. Observe le visage de quelqu'un dominé par la colère. Mâchoire serrée, mains crispées, regard dur qui rebondit sur n'importe quel objet, mots lancés comme des poignards. L'ambiance se densifie, l'énergie se charge d'une électricité invisible. Tu sens la chaleur monter dans ton cou, l'impulsion de répondre sur la même fréquence. C'est une contagion silencieuse. Tu crois que tu décides, mais tu ne fais que copier le schéma émotionnel de celui qui est en face de toi. La colère des autres est une invitation à te perdre toi-même, à laisser une autre personne écrire le scénario de ta réaction. Si tu n'en es pas conscient, tu deviens une extension du malaise d'autrui, un écho de son bruit intérieur. Regarde-toi dans ces scènes quotidiennes, la circulation bloquée et un conducteur à côté de toi frappant le volant, criant dans sa capsule de frustration. Tu sens ton pouls s'accélérer, la tentation de répondre avec la même rage pour une offense qui n'était même pas la tienne. Ou au bureau,
Quand quelqu'un lance une critique venimeuse et que la tension se propage comme une tache d'encre, tu vois les visages se durcir, tu entends le ton des voix s'élever, comme si la crispation avait des couleurs propres qui teintent l'environnement. Voici le danger. Quand tu te plonges dans la colère d'un autre, même si c'est par défense ou par justice, tu abandonnes ta liberté. Ce n'est pas ton devoir de porter la frustration des autres sur tes épaules. Ne absorbe pas le poids émotionnel de ceux qui ne savent pas le lâcher. Cette phrase vaut de l'or. Si tu répètes le geste de l'autre, si tu te laisses attraper par son irritation, tu ne fais que multiplier ce que tu cherches supposément à éviter. Le contrôle de soi le plus profond n'est pas seulement de résister à ton propre impulsion, c'est apprendre à te protéger du poison émotionnel que les autres déversent. Observe, respire et lâche prise. Laisse le mauvaise humeur de l'autre passer comme un courant froid. Tu décides si tu ouvres la fenêtre ou si tu la fermes. Il y a des gens qui confondent empathie et mimétisme, qui croient que pour soutenir quelqu'un, ils doivent assumer son état d'esprit comme le leur. Mais c'est le piège le plus facile et le plus coûteux. Le véritable calme commence lorsque tu es capable de rester intact dans la fumée, lorsque tu ne sautes pas à la première provocation, ni ne rejoins le cœur des plaintes. Ta paix ne doit pas être otage des gestes des autres. Si tu apprends à identifier quand la colère que tu ressens ne vient pas de toi, mais qu'on te l'a collée, tu fais un pas géant vers la véritable indépendance émotionnelle. Ne deviens pas le reflet du pire des autres. Décide d'être la limite. Le point où la colère s'arrête et se dissout. C'est la dignité de celui qui ne se laisse pas contaminer. 5. Anticipe les dégâts de vos impulsions. La plupart des gens ne se fâchent pas, ils se font du mal avec des excuses. C'est la vérité inconfortable que personne ne veut affronter. Vous voulez penser qu'exploser vous défend ou que crier vous libère, mais tout ce que vous faites, c'est vous payer avec de la souffrance future. Avant de vous laisser emporter par l'urgence de répondre, vous avez l'obligation d'anticiper les dégâts. Parce qu'à chaque fois que vous choisissez l'impulsion, vous ne brisez pas seulement le moment. Vous laissez une marque dans votre relation, vous épuisez votre propre image et vous commencez à porter une facture qui arrive toujours. Vous n'êtes pas une victime de vos émotions, vous êtes complice de votre sabotage. Certains se justifient en disant qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, qu'ils en avaient besoin, comme si le besoin de soulagement immédiat justifiait de ruiner ce qu'ils ne sacrifieraient jamais à froid. Aveuglé par l'inertie mentale, vous ne voyez pas le coup, vous perdez le respect de vous-même, vous semez du ressentiment et vous vous enfoncez dans la répétition du même cycle misérable. C'est aussi simple que cela. Chaque réaction incontrôlée est un investissement dans votre propre médiocrité. Personne ne vous entraîne, c'est vous qui signez le contrat. Pensez-vous vraiment que les dégâts disparaissent parce qu'ensuite vous demandez pardon? Le mot ne gomme pas l'impact, ne ressuscite pas la confiance, ni ne répare le poids que vous avez infligé à l'autre. Ce que vous faites sous l'impulsion est ce qui vous définit le plus, et c'est là que le caractère se brise ou se construit. Si votre première réaction est toujours de céder à la colère, votre vrai visage est celui du faible qui ne pense pas avant d'agir, et c'est ce que les autres finissent par retenir. Il n'y a pas d'acte plus stupide que de perdre son calme pour des choses insignifiantes. Vous ne regrettez presque jamais de vous être contrôlé, mais vous regrettez toujours d'avoir explosé. Répétez ceci. L'impulsion est un ennemi, pas un allié. Si vous n'êtes pas capable de voir les dégâts avant de les provoquer, alors vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes qu'un rouage de votre propre chaîne d'erreurs. Regardez en face le prix. Des disputes qui pourrissent, des liens qui se refroidissent, des opportunités qui se ferment parce que vous avez préféré le soulagement de 5 secondes à l'effort de vous contenir. Personne n'admire celui qui se justifie par son caractère. Vous n'inspirez que de la pitié ou de la distance. Votre vie entière est la somme de vos petits autocontrôles ou de vos petites capitulations. Si vous refusez de prévoir les dégâts que votre impulsion va causer, vous êtes comme celui qui tire sans regarder, lâche et aveugle. Le véritable respect de soi
commence lorsque vous choisissez la douleur inconfortable de vous arrêter plutôt que la satisfaction stupide d'exploser. Ce que vous anticipez, vous pouvez l'éviter. C'est la différence entre celui qui évolue et celui qui se ruine. N'attendez pas de ressentir les dégâts pour apprendre la leçon. Prenez de l'avance, prenez vos responsabilités. C'est ainsi que vous cessez d'être votre pire obstacle. 6. Apprends à lâcher prise sur l'inutile. Tu t'accroches à la colère parce qu'au fond, tu crois que lâcher prise, c'est perdre. Tu te convaincs que si tu renonces à cette rage ou à ce ressentiment, tu deviens faible, que tu laisses les autres gagner ou que tu t'exposes au mal. Mais maintenir l'inutile te pèse beaucoup plus que cela ne te protège. Ce que tu traînes avec toi, vieilles offenses, disputes non résolues, déceptions répétées, n'est pas de la force, c'est un fardeau. Tu t'habitues tellement à ce poids que tu oublies comment c'est de marcher léger et ton esprit se spécialise dans la fabrication d'excuses pour ne pas laisser aller ce qui, en réalité, te fait sombrer. C'est là que commence le piège mental. Tu t'identifies tellement au malaise que tu crains que lâcher prise te laisse vide, comme si ton histoire personnelle dépendait de collectionner des griefs au lieu de choisir ce qui mérite de l'espace en toi. Lorsque tu examines les disputes qui te fatiguent le plus, il s'agit presque toujours de ton attachement à avoir raison, à l'image de la victime, à la fantaisie qu'un jour viendra la réparation parfaite plutôt que de la gravité réelle de ce qui s'est passé. Mais la vie paie rarement ses dettes émotionnelles. L'orgueil te murmure que supporter la colère est une preuve de caractère, alors qu'en réalité, c'est une résistance enfantine à accepter l'impermanence de tout. L'ego préfère porter l'inutile plutôt qu'admettre que lâcher prise exige plus de courage que de retenir. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est choisir où tu investis ton énergie. C'est la phrase que tu ne veux pas entendre parce qu'elle dérange plus que n'importe quel reproche extérieur. Le mécanisme est insidieux. Tu te répètes l'histoire encore et encore. Tu l'édites. Tu cherches des détails qui te donnent raison. Et chaque répétition solidifie ta position de victime ou de justicier. Combien d'énergie gaspilles-tu à revoir l'irrélevant, à répéter des réponses que tu ne diras jamais ou à désirer une reconnaissance qui n'arrivera jamais? Le temps que tu consacres à l'inutile est du temps volé à la paix que tu dis vouloir. Et la paradoxe est cruel. Plus tu t'accroches, moins tu as de contrôle. Le détachement n'est pas froideur, c'est autolidé. C'est te dire, avec brutalité, que tout ne mérite pas ton attention, que ta dignité réside dans la priorité de ce qui ajoute, pas dans la défense de ce qui te retire. La plupart des gens ne lâchent pas prise parce qu'ils confondent la douleur de lâcher avec la sensation de perdre quelque chose d'essentiel. Mais ce que tu perds n'est qu'un obstacle, un fardeau déguisé en bouclier. Le calme ne vient pas de gagner des disputes ni d'avoir le dernier mot, mais de lâcher la nécessité de prouver quelque chose. Celui qui sait lâcher prise n'est jamais enchaîné. Tu choisis ta liberté chaque fois que tu renonces au poids inutile, même si ton orgueil résiste. Pratique à lâcher l'inutile dans les petites choses, un commentaire, un regard, une critique, et tu verras comment l'esprit s'entraîne pour les grandes choses. Tu n'es pas ce que tu accumules, tu es ce que tu choisis de lâcher. C'est là que commence la véritable force. 7. Ne prends pas ce qui est étranger de manière personnelle. Tu es dans une réunion de travail et quelqu'un lance une critique directe, sans filtre, juste devant les autres. Tu ressens une décharge dans la poitrine, l'impulsion de te défendre ou de riposter. Mais si tu t'arrêtes et analyses froidement le mécanisme, la plus grande partie de cet impact ne vient pas de ce qui a été dit, mais de la façon dont ton esprit l'interprète. Le commentaire devient une menace seulement parce que tu le laisses passer par le filtre de ton ego, parce que ton histoire interne le transforme en une attaque personnelle. L'erreur la plus courante est de supposer que tout ce que les autres font ou disent a quelque chose à voir avec toi, comme si chaque geste d'autrui était une évaluation de ta valeur ou une pièce supplémentaire du puzzle de ton estime de soi. C'est ainsi que fonctionne le piège mental. Tu crois que tu es le centre de la scène,
que chaque réaction de l'autre est un jugement sur toi, alors qu'en réalité, dans la plupart des cas, chacun projette ses propres conflits, frustrations et manques. Ce qui est étranger est rarement personnel, mais ton filtre le transforme en un fardeau personnel. Si tu regardes clairement, tu remarqueras que la plupart des gens agissent depuis leur propre poids émotionnel, depuis leurs blessures non résolues, depuis l'urgence de libérer des tensions qui n'ont rien à voir avec toi. Un patron qui crie est probablement saturé de pression. Un membre de la famille qui critique répète ses propres insécurités. Quelqu'un qui te méprise ne voit pas ta réalité, mais le film mental dans lequel il est piégé. L'erreur stratégique réside dans le fait de laisser ces projections atterrir sur ton estime de soi et se transformer en colère, alors que tu pourrais simplement reconnaître leur origine et décider de ne pas porter ce qui n'est pas à toi. Ne mets pas les chaussures des autres si tu ne veux pas marcher sur leur chemin. Cette phrase, tu dois te la rappeler chaque fois que tu ressens l'impulsion de répondre avec colère à quelque chose qui, en réalité, ne t'appartient pas. L'autocontrôle à ce stade implique une décision consciente. Séparer ce qui vient de l'extérieur de ce qui surgit en toi, identifier les frontières entre ton monde intérieur et le chaos des autres. Si chaque provocation te tire, tu perds de l'énergie, de la dignité et de la clarté mentale. Tu deviens un acteur secondaire dans le film des autres. La véritable maîtrise consiste à observer la situation, à détecter l'intention derrière le geste et à te demander si cela mérite un espace dans ton esprit. La plupart du temps, le meilleur coup est de ne pas investir une seconde dans ce qui ne reflète que le conflit interne d'un autre. Ta paix n'est pas à vendre. Si tu intègres cela, tu deviens presque immunisé contre les provocations extérieures, car tu comprends que tu n'es pas une poubelle émotionnelle où n'importe qui peut déverser sa frustration. La pratique est simple et brutale. Chaque fois que quelque chose t'affecte, questionne si cela t'appartient vraiment ou si tu ne fais que porter le poids que quelqu'un d'autre ne sait pas lâcher. C'est ici que commence la véritable indépendance émotionnelle. Quand tu décides que rien d'étranger ne peut définir ta valeur ni ton état mental. 8. Sois patient même avec ce qui est difficile. J'ai du mal à l'admettre, mais la patience n'est pas mon instinct naturel. Quand quelque chose tourne mal, quand une personne difficile croise mon chemin, je ressens une pression sourde dans la gorge, les mains tendues, le corps poussé par l'urgence de régler le problème, de répondre, de presser le temps. Je me surprends à regarder l'horloge, à serrer les dents, à fabriquer intérieurement des arguments pour justifier mon impatience, comme si supporter l'inconfort était une injustice personnelle. Le bruit d'une voix qui retarde la file, la lenteur de celui qui ne comprend pas l'évident, jusqu'au clic répétitif d'un stylo au bureau, tout devient un rappel de combien je tolère peu ce que je ne contrôle pas. Et là se trouve le véritable conflit. L'impatience n'est pas une force, c'est l'incapacité d'accepter l'inconfort sans que cela te détruise de l'intérieur. Personne ne veut se voir ainsi, mais si tu es honnête, tu sais que le malaise ne vient pas du monde, il vient de ta résistance à ce que tu ne peux pas accélérer. La scène est toujours concrète. Tu attends que quelqu'un change, qu'il cesse de commettre les mêmes erreurs, qu'il te comprenne du premier coup, et quand cela ne se produit pas, la frustration s'accumule comme un fardeau physique. Tu le sens dans le froncement de sourcils, dans le pied qui tape le sol sans que tu le veuilles, dans la respiration superficielle. Le corps devient un tableau de signaux, tension dans le cou, épaules rigides, regard qui se durcit. Ce n'est pas un hasard si ce qui est difficile finit par sembler insupportable. C'est le filtre mental qui amplifie chaque désagrément, qui te convainc que la patience est perdre du temps, que céder de l'espace à l'inconfort est céder du pouvoir. Mais la vérité est autre. Ce qui est difficile ne se surmonte pas en criant ni en faisant des accès de colère. On le surmonte quand on accepte que le temps ne danse pas à notre rythme et que la maturité consiste à supporter le processus sans perdre la tête. La patience n'est pas passivité, c'est un exercice actif de maîtrise de soi. Choisir d'attendre,
de respirer profondément, de regarder le geste tendu de l'autre sans te permettre d'exploser, c'est un investissement quotidien dans ta propre force. La patience est une force sous contrôle. Si tu parviens à traverser le moment inconfortable sans céder à l'impulsion, tu découvres qu'il n'y a pas d'adversaire externe plus dur que ta propre intolérance. L'entraînement se trouve dans ces longues minutes où tout te demande de capituler. C'est là que se construit le muscle invisible du caractère. Ce qui est difficile ne disparaît pas parce que tu es impatient, mais cela devient plus supportable si tu cesses de lutter contre chaque obstacle. Il ne s'agit pas de se résigner ni d'avaler en silence, mais d'apprendre à coexister avec l'inconfort sans le transformer en poison. Voir la personne difficile, écouter le commentaire maladroit, supporter le retard, c'est le véritable champ d'entraînement. Chaque fois que tu choisis de ne pas te précipiter, de ne pas répondre avec irritation, de ne pas alimenter l'anxiété, tu renforces ta confiance en toi. Il y a une dignité silencieuse chez celui qui maintient son calme quand tout invite à l'excès. La patience est l'élégance de ce qui est fort. Ne cherche pas de raccourcis. Apprends à tolérer le lent, le maladroit, l'inconfortable. C'est la seule façon de ne pas devenir prisonnier de tes propres urgences. La patience n'est pas une faveur à l'autre, c'est une déclaration de pouvoir sur soi-même. 9. Priorise ta paix, pas ton orgueil. Traîner l'orgueil, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion d'avoir le dernier mot, de prouver que tu es supérieur ou de défendre ton ego blessé, tu ajoutes une pierre au poids que tu portes chaque jour. Pourquoi insistes-tu sur ce fardeau absurde? Parce qu'on t'a vendu l'idée que céder est une défaite, que lâcher ta position est perdre de la valeur et que garder la mâchoire serrée te protège de l'humiliation. Mais la vérité est beaucoup plus brutale. Chaque fois que tu mets ton orgueil avant ta paix, tu achètes à crédit ta propre fatigue. Tu deviens esclave d'un mécanisme qui ne te vole que de l'énergie et te laisse vide. L'orgueil te promet de la force, mais il te livre de la faiblesse. Il te vend de la dignité, mais ne te laisse que solitude et épuisement. Prends la paix plutôt que le prestige, car le prestige est un mirage. Tant que tu crois avoir besoin de gagner chaque discussion ou de sortir indemne de chaque affrontement, ton esprit sera enchaîné aux circonstances et à l'approbation des autres. Et ainsi, peu importe combien de fois tu gagnes, tu continues à perdre ce qui est le plus important. Ne te trompe pas, l'orgueil n'est pas de la noblesse, c'est de la peur déguisée en courage. C'est la voix intérieure qui te chuchote que si tu ne te défends pas, tu seras écrasé. Si tu ne t'imposes pas, tu seras effacé. Mais quand tu examines avec honnêteté ce que te vole l'orgueil, tu réalises que tu ne gagnes même pas de respect. Tu ne fais que semer distance et ressentiment. La prochaine fois que tu ressentiras cette urgence de répondre avec force, de marquer ton territoire ou de corriger celui qui te contredit, arrête-toi un instant et demande-toi si cette bataille mérite ce qui t'appartient vraiment, ta paix intérieure. La plupart des conflits quotidiens ne sont rien d'autre que des querelles pour des détails insignifiants, pour des nuances minimales que demain tu ne te souviendras même pas, mais qui aujourd'hui te coûtent des heures de malaise. Ne sacrifie pas ta tranquillité pour une victoire inutile. Répéter ce principe est inconfortable, car l'esprit résiste à baisser la garde, mais chaque fois que tu priorises le calme sur l'orgueil, tu renforces la partie la plus mature et forte de toi-même. Le véritable autocontrôle se mesure dans ces secondes où tu peux choisir entre exploser ou lâcher prise, entre rester ancré dans le ressentiment ou le laisser passer comme quelqu'un qui laisse tomber une pierre inutile. Ne confonds pas dignité avec obstination. Il y a plus de pouvoir chez celui qui sait se retirer à temps que chez celui qui se bat jusqu'à l'épuisement total. La paix n'est pas pour les lâches. Elle appartient à ceux qui en ont déjà assez de vivre de manière réactive. Si tu veux vraiment évoluer, accepte cette vérité inconfortable. Céder sur le superficiel, c'est investir dans l'essentiel. Tu n'es pas moins en ne répondant pas. Tu es plus fort en ne tombant pas dans chaque provocation. Choisis ta liberté plutôt que ta vanité. Choisis ta paix et tu verras que le reste cesse d'avoir de l'importance.
10. Fais de l'autocontrôle une habitude quotidienne. L'autocontrôle n'est pas un objectif, c'est une discipline quotidienne où ce n'est rien. C'est la ligne qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui restent piégés dans le même cycle de réactions et d'excuses. Il n'y a pas de raccourci. Tu peux lire toutes les phrases inspirantes, te promettre chaque matin que, aujourd'hui, tu vas garder ton calme. Mais si tu ne transformes pas l'autocontrôle en une habitude aussi naturelle que respirer, tes progrès seront toujours fragiles, provisoires, soumis aux fluctuations de tes états d'âme. L'esprit, par défaut, recherche le soulagement immédiat et si tu ne l'entraînes pas, il va te traîner encore et encore sur le chemin connu de l'irritation et de la décharge. Ici, il n'existe pas de chance, seulement la répétition consciente de petites décisions inconfortables jusqu'à ce qu'elles deviennent partie intégrante de ta structure. Personne ne naît maître de soi. Cela se forge en choisissant chaque jour l'effort de retarder l'impulsion au lieu de s'y abandonner. La première chose que tu dois déconstruire est la croyance que l'autocontrôle est réservé aux situations extrêmes ou aux personnalités fortes. Non, le muscle se construit dans le minimum, dans la façon dont tu réagis au trafic, à l'oubli d'un autre, à un commentaire maladroit, à la petite frustration qui insiste pour apparaître. Si tu te permets de perdre ton calme dans les détails, tu t'entraînes à échouer quand cela compte vraiment. Chaque réaction automatique est une micro-fracture qui, additionnée, te définit bien plus que les grands gestes occasionnels de sérénité. L'habitude ne se construit pas dans la théorie, mais dans les secondes inconfortables où tu choisis de garder le silence, de respirer profondément et de laisser passer la provocation. Répète ce principe. La maîtrise d'aujourd'hui est la base du caractère de demain. Le conflit réside dans l'esprit qui cherche des excuses pour retarder le changement. Ce n'est pas si grave. Cette fois, j'avais raison. L'autre l'a cherché. Mais derrière chaque justification se cache la peur de lâcher le soulagement immédiat, de faire face au vide momentané qui reste lorsque tu ne te décharges pas. L'autocontrôle quotidien consiste à supporter ce vide sans le remplir de bruit, à résister à la tentation de céder à l'impulsion et, à la place, à rester avec le poids de la pause quelques secondes de plus. Ce n'est qu'ainsi que tu reprogrammes le mécanisme. Ce n'est qu'ainsi que l'autocontrôle passe d'une pause occasionnelle à devenir la base de ta vie. Fais de l'autocontrôle une habitude quotidienne car il n'existe pas d'autre liberté réelle. La répétition est le seul chemin. Personne ne respecte celui qui est esclave de ses impulsions, même pas toi. Si aujourd'hui tu choisis la discipline, même si cela te dérange, demain tu auras le caractère que tu admires. Reste ferme, l'autocontrôle est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire en toi-même.